Maintenant, à cette dernière phase, à cette phase cruciale du procès, est-ce qu'on peut s'enorgueillir pour dire que ces principes directeurs ont été mis avant dans le cadre de ce procès? Loin de là l'idée. Non, je ne réponds pas à la négative. La partie civile, elle a été toujours très mal traitée dans le cadre de ce procès. Parce que, selon les acteurs, le procès concerne le ministère public et la défense. Et pourtant, les personnes qui sont directement touchées par la commission des exécutions sommaires, elles doivent savoir ce qui s'est passé réellement. Soit à titre de victimes directes, soit à titre de victimes indirectes. Durant ce procès, eh bien, non seulement nous constatons, nous avons pu observer que les droits des victimes ont été violés sur toute la ligne. D'ailleurs, le président du tribunal, sous pression du Conseil de la défense, a enlevé les droits d'interrogatoire de la partie civile aux accusés. Donc, interdiction a été faite au Conseil de la partie civile de participer à l'interrogatoire des accusés. Comment vous pouvez dire qu'il y a un procès sans la participation directe de la partie civile à l'interrogatoire des accusés? Moi, j'ai jamais vu ça. Ça m'a surpris. Voilà pourquoi, à un certain moment de la durée, je m'étais dit que ça valait pas la peine de perdre mon temps ici. Voilà. Contre toute logique juridique et en violation de tous les principes généraux du droit, le président du tribunal s'est permis d'interdire au Conseil de la partie civile d'interroger les accusés alors que le procès le concerne au premier chef. Voilà, le procès le concerne au premier chef. Eh bien, tout ceci c'est pour dire qu'aucune place réelle et symbolique n'a été reconnue aux victimes. Maintenant, on avait effleuré tout à l'heure qu'au nom des irrégularités constatées, des témoins à charge ont été entendus alors qu'ils auraient dû être entendus comme victimes directes. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce qui nous amène à constater qu'il y a un véritable déni du droit des victimes. Oui, nous disons, nous répétons, nous précisons, nous affirmons qu'il y a un véritable déni du droit des victimes dans le cadre de ce procès. Sur les 13 accusés ici présents, seulement un seul a été interrogé par le Conseil de la partie civile. Pourquoi? Sous couleur de faire croire que le Conseil de la partie civile doit dire contre lequel ou lesquels des accusés il entend se porter partie civile. Ce principe n'existe ni en droit ni en fait dans aucun texte de loi. J'ai jamais vu ça moi. Maintenant, à part ces irrégularités en série, nous avons eu pas mal de difficultés pour obtenir acte de constitution de partie civile. D'ailleurs, le tribunal s'est permis de revenir sur les incidents de procédure, d'instance, d'audience déjà évacués par le même tribunal. Ce qui remet en question carrément la logique juridique suivie par le tribunal dans le cadre de ces débats. Qui disait, pendant une journée d'audience, il y a un huis clos qui a été demandé par les avocats du Conseil de la Défense. Le président du tribunal, il a accordé ce huis clos sans la participation de la partie civile. Et quand le Conseil de la partie civile est intervenu pour demander au tribunal de noter que le huis clos a été accordé sans participation, cette demande d'acte ne lui a pas été accordée. Mais vous me parlez de quoi? Vous me parlez d'état de droit? Vous me parlez de justice? Vous me parlez de procès équitable? C'est quoi?
De quel procès équitable il s'agit? Plusieurs fois, le conseil de la partie civile n'a pas été autorisé à faire consigner dans le primitif d'audience des demandes d'actes. Sur quelle base, on ne sait pas. Sur quelle base, on ne sait pas. Tout ceci pour faire complaisance au Conseil de la défense et pour violer les droits des victimes. Et en dernier lieu, il y a une dame, Madame Agner Lysius, la victime. Non seulement la qualité de partie civile lui a été reconnue dans le premier temps, mais aussi elle a été amenée à se faire entendre dans le cadre de ce procès. Et bizarrement, sans raison aucune, cette qualité de partie civile lui a été ravie. Mais monsieur, vous parlez d'état des droits, vous parlez de procès équitable. Le procès équitable ne saurait exister sans la participation réelle et équitable des parties au procès. Et ça m'amène à questionner maintenant la neutralité du tribunal dans tout ça. Maintenant, tout ceci nous amène à soulever un doute sur l'impartialité et l'indépendance du tribunal. Maintenant, c'est droit. Tout ceci amène la partie civile à soulever un doute sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal. Or, l'indépendance et l'impartialité sont deux principes cardinaux, sont deux principes directeurs qui caractérisent une juridiction. Qu'il s'agisse d'une juridiction civile, qu'il s'agisse d'une juridiction pénale, qu'il s'agisse d'une juridiction d'exception. Or, nous sommes devant une juridiction normale, une juridiction pénale, où les parties sont censées avoir les mêmes droits. Malheureusement, on n'a pas pu constater cet état de fait. Donc, on a été amené à participer à un procès inéquitable qui va à l'encontre des principes fondamentaux garantis par l'article 1, l'article 8 et l'article 25 de la Convention américaine des droits de l'homme. Donc, non seulement l'égal droit des parties au procès a été violé, article 24 de la Convention américaine des droits de l'homme, les droits et libertés reconnus dans l'article 1 de la Convention américaine des droits de l'homme a été violé, l'article 8 traitant des garanties judiciaires a été violé, mais le droit au recours qui est garanti par l'article 25 de cette même convention, il n'a pas été respecté dans le cadre de ce procès. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui devant un procès très pitoyable où certaines parties ont été traitées, considérées avec plus d'attention, avec plus d'avantage par rapport à d'autres parties. Et ça va à l'encontre du principe de l'égalité des armes et du principe du contradictoire qui constitue la garantie du procès équitable. Sans l'équilibre du temps de parole, sans la participation contradictoire de toutes les parties au procès, sans un traitement équilibré des droits des parties, vous ne sauriez avoir la prétention de parler de procès équitable. Le procès équitable est caractérisé par deux principes directeurs. Et d'ailleurs, dans tout procès pénal, il faut faire appel à l'application de ces deux principes consubstantiels. C'est le principe de l'égalité des armes, c'est le principe du contradictoire. Et vous savez quoi, le principe de l'égalité des armes? C'est le principe selon lequel chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la mettent pas dans une situation désavantageuse par rapport à la partie adverse. Malheureusement, ça a été le cas pendant tout le long de cette audience, de cette session criminelle. La partie civile n'avait pas les mêmes droits que le Conseil de la défense et la partie civile n'a pas été autorisée à faire consigner ces différentes demandes d'actes dans le primitif d'audience. La partie civile, elle a été écartée de participer à l'interrogatoire des accusés et ceci en violation du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes.
Voilà. Le conseil de la partie civile conclut maintenant. Le conseil de la partie civile conclut maintenant. Le déroulement de la procédure pénale. Le déroulement de la procédure pénale suivi le déroulement de la procédure pénale suivi depuis les événements du 19 janvier 2010, le déroulement de la procédure pénale suivi depuis les événements du 19 janvier 2010 ayant abouti en ce jour à la clôture des débats généraux, ayant abouti en ce jour à la clôture des débats généraux, a fait l'objet de nombreuses défaillances, et est générateur d'un déséquilibre certain. Et incontestable. D'un déséquilibre certain et incontestable au préjudice des victimes.